Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette session énergie et technologie de traitement des eaux, dans laquelle on désire évaluer les défis, en fait, pour l'implantation de technologies vertes dans le Nord. Je suis Jasmin Raymond, professeur à l'INRS. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mes recherches touchent en partie le Nord. En fait, je fais des travaux sur l'énergie géothermique et je dirais plus de la moitié de mon programme de recherche touche les communautés nordiques. Et je serai un des deux modérateurs pour cette session. Dans la session aujourd'hui, moi, je suis en présence au Musée de la civilisation. Dans la session aujourd'hui, comme modérateur avec moi, on a le professeur Patrick Droghi, qui est en virtuel sur Zoom. Patrick, est-ce que tu es là? Patrick, on ne t'entend pas. Je crois que ton micro est en sourdine. Oui, merci, je suis là. Merci, Jasmin, de me passer la main. Alors, je suis l'un des modérateurs de cette session et je suis professeur à l'INRS, spécialiste en électrotechnologie, traitement des eaux, directeur du programme français TDGE, formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l'expérience en recherche en technologie de décontamination et de gestion intégrée des eaux. Également, directeur du programme du Citadel, du Centre d'innovation, de technologies avancées et d'assainissement décentralisé des effluents liquides. Donc, il me fait plaisir de me joindre à mon collègue Jasmin pour pouvoir modérer cette session portant sur les technologies vertes et les technologies de décontamination des eaux en milieu nordique. Très bien, super. Aujourd'hui, on était supposé avoir 4 présentations. Notre collègue Louis Gosselin de l'Université Laval ne va plus se joindre à nous. On l'excuse, ce qui fait qu'on va avoir plus de temps pour nos 3 présentateurs. En fait, l'idée, serait d'avoir les 3 conférences, puis ensuite une discussion. En fait, on pourra se réserver un petit peu de temps à la fin là, pour la discussion. Donc, le premier conférencier, Nicolo Giordano. Nicolo est titulaire d'un doctorat obtenu en 2015 de l'Université de Turin. Il est actuellement chercheur postdoctoral à l'INRS et ses recherches visent principalement les systèmes géothermiques dans les communautés nordiques. Nicolo, à toi. Est-ce que tout marche? Est-ce que vous voyez, je pense? Oui, OK, parfait. Bonjour tout le monde. Merci, Jasmin, pour l'introduction. Merci pour l'invitation aussi à cette session. Je commence cette session en parlant de géothermie comme alternative au chauffage dans le Nunavik. Je commencerai en introduisant la problématique. Ensuite, je parlerai des objectifs de nos études, de nos recherches en géothermie. Ensuite, je présenterai 3 cas d'études. Les 2 premiers, je passerai vite sur ça pour ensuite me concentrer plutôt sur le 3e cas qui est le premier système de pompe à chaleur géothermique qui a été installé en septembre dernier à Kuujjuaq, ce qui m'amènera aux conclusions. Donc, comme on sait très bien, au Nunavik, le diesel est utilisé et pour le chauffage des bâtiments et pour la production d'électricité. Ce qui implique des coûts financiers très importants. Dont on considère le transport et les subventions gouvernementales. Mais on a aussi des coûts environnementaux qui sont beaucoup plus importants, mais qui, normalement, on ne considère pas dans les recherches. Donc, comme les émissions de GES, la pollution de l'air et des sols. Sans bien évidemment considérer aussi la dépendance d'une ressource dans le diesel qui n'est pas locale et et comme on sait très bien n'est pas durable non plus.
Alors, dans les 3-4 dernières années, grâce à un char de l'INQ qui a été décerné à Jasmin Raymond, on a étudié la géothermie comme, comme alternative au chauffage au diesel dans les territoires du Nunavik. Ce qu'on a étudié, c'est les technologies géothermiques qui sont disponibles à date sur le marché pour voir c'est quoi la possibilité pour réduire la consommation de diesel ou la remplacer complètement. Donc, ce qu'on a étudié, c'est 3 types de systèmes en général. Donc, les pompes à chaleur géothermiques, soit avec des échangeurs verticaux ou horizontaux. On a aussi étudié les systèmes de stockage thermique, ça veut dire où on peut produire de l'énergie pendant l'été et la stocker dans le sous-sol pour ensuite, pendant l'hiver, utiliser cette énergie-là pour n'importe quel besoin en chauffage. Le 3e type des systèmes, c'est des systèmes profonds où on doit perforer des puits pour aller chercher une température plus élevée. Donc autour de, mettons, 100 degrés aussi. Comme je mentionnais, la température, c'est un élément crucial dans la géothermie pour évaluer combien d'énergie on peut extraire du sous-sol. Donc, pour les pompes à chaleur géothermiques, on va voir la température dans les premiers 100 mètres si on parle des systèmes verticaux, 100-200 mètres aussi. Une température plus superficielle si on parle des systèmes horizontaux, alors que pour les systèmes profonds, on doit utiliser les températures qu'on peut aller chercher dans les puits au Nunavik, qui normalement ne sont pas plus profonds que 100 mètres, pour faire une interprétation. Et donc voilà, évaluer deux facteurs qui sont importants dans la géothermie, qui sont le gradient géothermique et le flux de chaleur. Donc ça, c'est une interprétation, donc il y a de l'incertitude. Mais alors qu'on parle des systèmes superficiels, notamment, par exemple, je me focus sur les systèmes horizontaux, par exemple. Vous voyez ici dans le graphique, dans le milieu de la diapo, on a une comparaison entre des modèles analytiques pour simuler la température dans le sous-sol pendant une saison. Et on a aussi en rouge la température observée qu'on a mesurée avec des capteurs de température pendant une année complète. Ce qu'on voit, c'est que la chose importante, c'est la couverture de neige. Comme on voit dans l'hiver, la couverture de neige fait un effet d'isolation. Donc, la température qu'on a dans le sous-sol à 0,5 mètres, dans ce cas ici, c'est pas plus faible de moins 0,5, moins 1 degré, ce qui fait que les pompes à chaleur géothermiques sont une alternative en fait très intéressante pour utiliser cette chaleur-là. Voilà, donc le premier cas, je vais parler de la station de pompage à Kuujjuaq. C'est la station de pompage du lac Stewart, qui c'est le lac à 4-5 km loin du village. L'eau est pompée du lac et elle est chauffée pour éviter le gel dans le pipeline qui va jusqu'au village avant d'être distribué par le système de distribution avec des camions. Donc, le système, évidemment, est chauffé, utilise du diesel, en particulier 2 fournaces au diesel. Les coûts financiers sont estimés à peu près 5 000 $ canadiens par an. Voilà, donc pour remplacer ce système-là, ce qu'on a proposé, c'est un système de stockage thermique. Comme j'ai anticipé avant, ça veut dire qu'on produit de la chaleur pendant l'été avec des panneaux solaires et on la stocke dans le sous-sol. Ça veut dire qu'on va augmenter la température du sous-sol de sa température initiale à 0 degré, 1 degré à peu près, jusqu'à 25-30 degrés. Ensuite, pendant l'hiver, on va extraire cette énergie-là. Et voilà, dans le cas de le lac Stewart, on pompe l'eau du lac. Le lac va passer dans 2 réservoirs à court terme au milieu pour se réchauffer grâce à l'énergie qu'on a extrait du sous-sol. Puis l'eau, ensuite, va être injectée dans l'aqueduc de la ville.
On a fait beaucoup de simulations sur plusieurs années, des simulations dynamiques qui nous ont démontré qu'on serait capable de réduire la consommation du diesel du 45-50% pendant l'hiver. Il y a évidemment certains défis, comme le pergélisol et quand même une radiation solaire qui est pas mal limitée, mais on a quand même démontré que ce serait une technologie techniquement faisable dans le Nord aussi. Le deuxième cas, c'est à propos des serres agricoles dans le Nunavik. Ça, c'est un projet mené par l'ETS et l'Université de Pau en France, notamment le professeur Didier Ayou. Eux, ils ont proposé, et en fait, ils ont installé un système de stockage journalier dans une des deux serres, la serre de gauche qu'on voit dans la photo, qui est la serre la plus récente. Et, voilà, ils ont installé un système de stockage thermique journalier pour réduire la différence de température entre le jour et la nuit, et donc pour optimiser les cultures dans la serre. Ben, nous, on participe encore à ce projet avec une idée de stockage thermique, comme je montrais avant, saisonnier. Donc, ils visent à l'échelle saisonnière pour produire la chaleur pendant l'été. Et la stocker dans le sol. Ici, c'est un système de stockage horizontal, juste en bas de la serre. Comme vous voyez dans le graphique à gauche, bon, la radiation solaire, c'est quand même élevé déjà en avril-mai. Donc, l'idée, c'est de produire cette chaleur-là et l'injecter dans le sol pour anticiper le dégel du sol de la serre et donc anticiper la saison de culture. Puis, si on continuait à produire cette chaleur-là pendant l'été, on pourrait encore la stocker dans le sous-sol pour l'utiliser ensuite en octobre et novembre, quand la saison de culture normalement va fermer, pour donc prolonger cette saison-là, pour continuer à faire pousser des légumes. Voilà donc le troisième cas qui est donc le plus intéressant du point de vue concret, parce que c'est un vrai système que, comme j'ai anticipé, vient d'être installé en septembre dernier. C'est pour chauffer l'eau de la piscine de Kuujjuaq, c'est la piscine communautaire. Comme vous voyez dans cette photo, je commence à dire que c'est le premier projet pilote d'une pompe à chaleur géothermique dans le Nord. C'est un projet qui est mené par une entreprise locale qui s'appelle Kuujjuaq, avec d'autres partenaires, notamment Englobe et Induction Géothermie, et l'INRS aussi pour la partie plutôt géologique et géothermique. Et c'est un projet financé par un programme fédéral Generating New Opportunities Indigenous of Diesel Initiative, qui est financé par Ressources naturelles Canada, Indigenous Clean Energy et Pembina Institute. Donc, dans la photo, c'est une photo prise d'une drone. Vous voyez la piscine au milieu qui est la chose intéressante, c'est que c'est une serre, en fait. C'est une structure, une serre. C'est un bâtiment exactement comme ce qu'on a vu dans le diapo avant pour les serres agricoles. Donc, en fait, le système qui est en place maintenant, donc qui était en place, qui était remplacé maintenant, c'était évidemment chauffé au diesel. Mais en fait, on chauffe seulement l'eau de la piscine. On ne chauffe pas l'espace. C'est pour ça que la piscine marche de juin à septembre. Donc, l'espace est chauffé directement par le sol et par le soleil, excuse-moi, et par la structure de la serre. En particulier, donc, le système qui était en place jusqu'à l'été dernier, c'est un système avec 2 fournaces au diesel qui, comme j'ai dit, il marche de mi-juin à la mi-septembre à peu près, selon les températures extérieures. Et on a estimé que, en 2019, la consommation totale en diesel, c'était de près de 4000 litres de diesel pour un coût de à peu près $6,000 canadiens, avec des émissions de GES de 10 tonnes de CO2 équivalentes. Donc, le système qui a été proposé et conçu et donc installé, ça inclut 2 pompes à chaleur de 15 kW chaque pour une puissance totale de 30 kW à peu près. Les échangeurs de chaleur sont, c'est en total 4 km de tuyaux qui ont été placés autour de la serre dans le stationnement. Vous voyez ici une photo
à gauche avec certaines boucles. Et bon, dans la photo à droite, l'image satellitaire, on voit les 8 boucles qui ont été installées autour de la piscine. Donc, on a 4 km de tuyaux qui sont divisés en 8 boucles placées à 1 mètre de profondeur de la surface. On a laissé en place une des 2 fournaises au diesel pour être utilisé comme backup pour la première année. Et alors que l'électricité qui est utilisée par les pompes à chaleur sera fournie en premier temps à partir du réseau du village, qui est aussi produit par le diesel, mais en deuxième temps, l'idée, c'est de brancher le système photovoltaïque qui va être installé dans le forum qui est juste à côté, qu'on voit ici dans la photo à gauche. Ce serait un système de 5 kW en total. Et alors qu'on estime que les pompes à chaleur vont utiliser 10 kW de ces 100 kW. Donc, ça serait à la fin un système 100% renouvelable. Ici, on voit des photos de la salle mécanique des pompes à chaleur. À gauche, on voit les tuyaux qui rentrent dans les bâtiments. Donc, comme j'ai dit, on a 8 boucles. Donc, on a 8 tuyaux qui rentrent et 8 tuyaux qui sortent, qui sont ensuite connectés aux pompes à chaleur, qu'on voit ici à droite. Pour faire une comparaison, vous avez vu avant la photo de la salle mécanique avec les fournaises au diesel. Bon, vous voyez, c'est rien de beaucoup plus compliqué qu'une fournaise au diesel. Et surtout, l'espace utilisé par les pompes à chaleur, c'est à peu près le même, quasiment quelque chose de moins. Pendant l'excavation en septembre et pendant l'installation des tuyaux, nous, on est des géologues, on a fait une caractérisation géologique et thermique des dépôts qu'il y a en place pour anticiper l'efficacité du système. Donc, comme on voit ici, dans la photo plus grande à l'ouest, donc à gauche, on a un bleu plus pâle. C'est des sédiments, des dépôts plus fins, c'est du sable fin, quasiment on a du silt parfois, alors que dans la partie est, on a des dépôts plus grossiers, qui sont du sable grossier et du gravier aussi, alors qu'on peut estimer que l'efficacité, ça serait meilleur dans la partie ouest, donc à gauche, par rapport à la partie droite. Mais pour évaluer ça en détail, en fait, on a installé un système de suivi avec des capteurs de température, des câbles avec des capteurs de température qui ont été installés dans le sol jusqu'à une profondeur de 2 mètres. Donc, on est capable d'aller chercher une température plus profonde que les tuyaux qui ont été placés, comme je dis avant, à 1 mètre de profondeur. On a 3 câbles en particulier. 2 des câbles sont placés dans en correspondance de 2 boucles, donc la boucle numéro 1 et la boucle numéro 5. Et puis, on a un câble aussi à l'est de la piscine qui s'appelle UN, l'étoile rouge, qui est un câble du même type, mais qui va monitorer, va suivre la température non perturbée du sol pour être capable à la fin de faire une comparaison, évaluer l'impact du système et à court terme et à long terme. On a aussi, le système de suivi comprend aussi un compteur de chaleur qui est installé sur une des pompes à chaleur pour évaluer combien d'énergie on est effectivement en train de fournir au bâtiment, à l'eau de la piscine. Et on a installé aussi 2 capteurs de température à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment pour être capable ensuite de faire une simulation énergétique du bâtiment plus détaillée. Voilà en conclusion ce qu'on a démontré dans les 3-4 dernières années et aussi avec ce système qui vient d'être installé, c'est que la géothermie, c'est une alternative viable au chauffage au diesel dans le Nunavik, mais dans les autres territoires du Canada nordique. On peut, avec la géothermie, réduire la consommation du diesel au moins le 50%, mais on pourrait faire quelque chose de mieux si on va, mettons, faire une synergie entre différentes ressources renouvelables. En général, ce qu'on aime dire, c'est qu'on aime
mettons, focusé, c'est que la géothermie, ça peut être aussi une opportunité du travail pour les peuples autochtones. Par exemple, le système que vous voyez, que je viens de montrer, toute l'excavation que vous voyez ici encore dans la photo a été faite par un opérateur de pelle autochtone. Donc, on voit la possibilité du travail dans l'installation de ces systèmes-là, que ce soit le forage pour des systèmes verticaux, que ce soit l'excavation et l'installation de tuyaux pour des systèmes horizontaux. Mais on voit la possibilité du travail aussi dans l'installation des pompes à chaleur et dans l'entretien de ces pompes à chaleur, comme on fait normalement l'entretien et l'installation des fournaises au diesel. Voilà, donc comme activité future, comme j'ai commencé, comme je mentionnais avant, c'est l'idée d'évaluer aussi d'autres ressources renouvelables, évaluer surtout la possibilité de faire des synergies entre ces sources, comme par exemple entre la géothermie et la biomasse, qui pourraient nous permettre de éliminer complètement la dépendance au diesel. Et dans la prochaine année, on va participer à une étude de faisabilité technique pour un système de pompe à chaleur avec des échangeurs verticaux pour le forum qu'on voit ici dans la photo à gauche. Bon, voilà, c'est terminé. Merci. Merci, Nicolas. Patrick, est-ce que tu vas introduire notre prochain conférencier? Oui, avec plaisir. Le prochain conférencier est M. Vincent Taillade. Vincent Taillade est ingénieur de formation et spécialisé dans le domaine des technologies environnementales. Il effectue présentement des travaux de thèse de doctorat à l'INRS dans le domaine des technologies environnementales. Donc, je laisse la parole à M. Taillade pour nous présenter donc, ses travaux de recherche portant sur le développement de procédés de traitement de sols contaminés par oxydation chimique applicables aux sites adaptés en contexte des villages du Nunavik. Vincent, je te laisse la main. Donc, bonjour à tous. Merci pour l'invitation, puis merci pour la présentation, Patrick. Donc, c'est ça, je vais vous présenter le volet 1 de mon projet de doctorat qui a un titre relativement long, donc qui s'appelle, je vais le répéter quand même, « Développement d'un procédé de traitement de sols contaminés par oxydation chimique applicable sur site adapté au contexte des villages du Nunavik ». Donc, je vais commencer avec une présentation de la problématique pour ensuite passer aux étapes de définition et validation du projet, les différentes étapes de préparation, les essais laboratoires, les essais de terrain, et je terminerai avec une conclusion. Pour ce qui est de la problématique, donc comme on le sait, on retrouve 14 villages nordiques au Nunavik, avec une population d'environ 13 000 habitants. La région a connu un développement, que ce soit humain ou économique, soutenu ces dernières années, et les villages ne sont pas raccordés au réseau électrique global, c'est-à-dire au réseau électrique provincial, ce qui fait que, comme l'a dit Nicolas tantôt, le diesel est l'unique source énergétique, que ce soit pour la production d'électricité via des centrales thermiques dispatchées dans les villages, ou pour le chauffage des unités d'habitation. Donc, on retrouve en conséquence une fournaise au diesel dans chaque bâtiment, même dans les petites unités d'habitation. Ici, on a un exemple de la chaîne d'approvisionnement des réservoirs qui jouxte les unités d'habitation. Donc, le diesel est stocké dans d'énormes réservoirs municipaux, situés généralement au centre du village. Et le diesel est acheminé via des camions-citernes pour remplir donc, les réservoirs qui ont une capacité de 1000 à peu près 2500 litres, 2300 litres. À titre d'exemple, dans les villages les plus populeux de la baie du Tson, comme Inuvik et Povernittuk, donc si on prend l'exemple d'Inuvik, on retrouve environ 259 unités d'habitation sociale. C'est les unités d'habitation sociale qui nous intéressent dans le cadre de ce projet, c'est pour ça que je vais me focuser là-dessus. Soit 259 unités d'habitation pour un total de diesel stocké en permanence et réparti dans le village de 343 mètres cubes. C'est sûr qu'on considère que tous les réservoirs sont pleins dans ce cas-là. À Povernittuk, c'est environ 187 unités d'habitation sociale pour un volume de diesel total, réparti toujours sur l'ensemble de la superficie du village, de 230 mètres cubes. Si on considère le budget opérationnel limité, donc qui est un cas récurrent dans le Nord,
certaines lacunes, donc ça occasionne certaines lacunes au niveau de la formation du personnel et des lacunes au niveau de la maintenance. À ça, il peut s'ajouter des accidents, que ce soit des accidents liés avec des véhicules, mettons, des erreurs humaines, comme un remplissage un peu trop abusé d'un réservoir de diesel, ou encore du vandalisme sur certaines conduites. Ça amène à des déversements qui sont spontanés, qui sont de volume relativement faible. On parle en moyenne inférieure à 2 mètres cubes, mais qui sont quand même relativement fréquents. La problématique, c'est que lorsque le déversement a lieu, comme les réservoirs sont disposés très proches des unités d'habitation, ce qui est tout à fait logique, le déversement a lieu autour du bâtiment et également sous le bâtiment. Si on regarde un petit peu les chiffres, on voit ici des données concernant les déversements qui ont lieu. Donc ça, c'est à l'échelle des 14 villages du Nunavik, entre 2014 et 2017. Si on regarde les extrêmes, donc on a 2015, on a eu 34 déversements qui ont été répertoriés. C'est sûr qu'il faut prendre ces chiffres avec un certain recul, puisque là, on parle juste de ce qui est documenté, de ce qui est connu. Il y en a plus qui ne sont pas documentés. Donc 34 déversements en 2015 pour 37 mètres cubes, ce qui n'est pas négligeable. Et en 2016, qui est l'extrême inverse, il y avait uniquement 5 déversements répertoriés pour 4,5 mètres cubes de diesel déversé. Donc, la gestion actuelle est une gestion qui est la gestion par excavation-enfouissement. Donc, lorsque le diesel, le déversement a lieu sous le bâtiment, et c'est ce qui nous intéresse plus spécifiquement là, dans le cadre de ce projet, c'est nécessaire, pour pouvoir atteindre le sol situé en dessous du bâtiment, de déplacer le bâtiment. Il faut donc relocaliser les habitants, déplacer le bâtiment, excaver le sol qui se situe en dessous du bâtiment. Et là, l'option, c'est la gestion par enfouissement dans le sud. Donc, il faut mettre en sachet, en fait, mettre en sac le sol contaminé, puis le transporter par bateau jusqu'à un centre de traitement ou d'enfouissement dans le sud de la province. Donc, bien sûr, on peut imaginer que c'est une gestion qui est très coûteuse, qu'on peut parler de 500 000 $ juste pour déplacer un bâtiment, excaver le sol et remettre le bâtiment en place. Puis là, on n'a pas abordé l'aspect gestion de sol contaminé, transport de sol, etc. À ça s'ajoute la nécessité de relocaliser les locataires. Donc, c'est très compliqué étant donné le contexte de pénurie de logements dans les 14 villages du Nunavik. Et ça nécessite un besoin de sol propre. Donc là, il faut aller chercher du sol dans les pits situés proches du village et le transporter, l'acheminer dans le trou d'excavation. Et c'est aussi une problématique puisqu'il y a une pénurie de sol propre dans les villages du Nunavik. Ici, on a un exemple, juste quelques photographies qui montrent les problématiques ou les déversements qui ont eu lieu. Donc, soit c'est lié à des réservoirs qui sont vraiment vieux, soit des conduites qui ont fui, soit un accident de véhicule dans des taux-tanks, comme on voit en bas au centre, ou des déversements potentiels qui n'ont pas eu lieu, mais qui pourraient avoir lieu étant donné les conditions dans lesquelles se passe. Par exemple, on voit l'oléoduc qui permet de relier, de transférer le diesel du bateau vers les citernes situées au centre du village, ou encore les étapes de ravitaillement sur les aéroports, et la gestion plus ou moins à risque de certains barils d'hydrocarbures pétroliers, donc des barils de 200 litres. Donc, étant donné cette problématique, l'Office municipal d'habitation Kativik est en charge, en fait, de gérer ces déversements et donc de payer pour ces déversements, réhabiliter les sites qui ont été contaminés. A trouvé que ça ne faisait pas de bon sens de dépenser autant d'argent pour une gestion qui n'est pas du tout éco-responsable, puisqu'on transporte les sols sur des distances importantes. Donc, l'Office municipal d'habitation Kativik a approché l'administration régionale Kativik pour voir s'il n'y avait pas des solutions alternatives qui pourraient être proposées. Comme il n'y en avait pas existantes, adaptées, l'administration régionale Kativik a, elle, approché l'Institut national, l'INRS, pour sonder la pertinence de commencer un projet de recherche en partenariat avec une entreprise privée pour développer un outil qui pourrait être commercialisé suite au projet de recherche. Donc, l'INRS a trouvé un partenaire privé, qui est l'entreprise Metox, et tout le monde s'est assis donc autour de la table pour définir vraiment le projet et s'accorder sur la nécessité d'avoir un projet de recherche collaborative, donc qui inclut le partenaire privé et qui permet d'avoir le développement de l'outil commercial dans un horizon de 4 ans après le début du projet. L'outil commercial doit intégrer en fait une unité de traitement par village pour éviter d'avoir à déplacer l'unité de traitement et ne pas être dépendant des voyages par bateau, qui ne sont pas si fréquents que ça, ou par avion. Le traitement doit être applicable par la main-d'œuvre locale. Donc, l'expertise nécessaire l'expertise disponible doit permettre d'appliquer le traitement par la main-d'œuvre locale, et l'outil doit être économique et adapté aux contraintes locales. Pour pouvoir être adapté aux contraintes, il fallait intégrer une étape pilote dans un village nordique pour tester, dans le fond, la technologie, tester en conditions réelles.
et également faire face aux contraintes de terrain qui sont la logistique et l'expertise limitée, la période d'intervention qui est relativement courte, puisqu'on ne pouvait intervenir que pendant la période estivale, la nécessité de transporter le matériel uniquement par bateau ou par avion, les conditions climatiques difficiles, et il y avait un paramètre qui s'est ajouté qui était la préservation du pergélisol pour pouvoir avoir l'opportunité d'utiliser l'outil dans un contexte de région plus éloignée qu'au centre du village, enfin au centre des villages. Ça a été, une fois que le projet a été défini, il a fallu clarifier le rôle des partenaires et des collaborateurs, ce qui a été une étape très importante parce que leur soutien était vraiment indispensable pour mener à bien le projet. L'Office municipal d'habitation Kativik a apporté un soutien logistique et technique indispensable sur place, a prêté certains véhicules, puisqu'ils possédaient une flotte de véhicules, a offert des options de logement dans certains transits leur appartenant, par exemple. Puis, il y a eu des étapes de transfert d'expertise entre moi-même et l'équipe de techniciens, donc dans le village concerné. L'administration régionale Kativik, elle, a apporté un soutien administratif, a joué le rôle d'agent facilitateur, également absolument indispensable, et surtout lors de la dernière intervention qui a lieu cet été en 2020, a permis de fournir certaines données et a fait les démarches pour avoir l'opportunité d'avoir un stagiaire local, donc un stagiaire inuit qui aurait participé aux travaux donc cet été. Malheureusement, avec le contexte Covid, ça n'a pas pu avoir lieu. Et enfin, l'ARC s'est occupé aussi de l'aspect légal, donc la coordination du projet avec le ministère. Le CRSNG a financé le projet en grande majorité. L'Université Laval et l'INRS, eux, ont fourni l'expertise scientifique indispensable et les infrastructures de recherche et développement. Et enfin, l'entreprise Metox, donc spécialisée dans la commercialisation d'innovations technologiques en environnement, a participé au financement, donc que ce soit une contribution en argent ou en nature, dans le projet, et a fourni une expertise technique, en plus d'être responsable de l'exploitation commerciale de la technologie suite au projet. Les étapes de préparation ont pu ensuite commencer. Donc, ça a débuté avec la consultation des organismes ayant développé des expertises scientifiques. Donc, la revue de littérature scientifique, bien sûr, qui inclut donc la lecture des guides de bonnes pratiques de la recherche en milieu nordique, très important pour être sensibilisé aux différences de mise en place de projets dans le sud et dans le nord, donc intégrer vraiment les paramètres et commencer à se familiariser avec ces différences-là. Ça permet aussi de récolter les données de terrain concernant le climat, géologie, hydrologie, les données logistiques pour le transport et les équipements qui sont disponibles sur place, et enfin d'avoir un aperçu des expériences passées pour éviter de reproduire les problèmes qui auraient pu déjà avoir lieu dans le passé. Un autre aspect important dans la préparation, pour moi, a été donc l'aspect socio-culturel, moral et éthique. C'est sûr qu'en consultant les guides de bonnes pratiques de la recherche en milieu nordique, on peut avoir un premier aperçu, une première sensibilisation, mais je pense que c'est important d'aller plus loin pour faciliter l'intégration et la présentation du projet sur place, en fait, notamment avec l'histoire et le contexte socio-économique. Le MOOC de Thierry Rodon, donc le Québec nordique, enjeux, espace et culture, était vraiment pour moi très formateur et très pertinent, vraiment très intéressant. S'intéresser aussi à l'art et à la culture locale, bien sûr, que ce soit par la littérature, l'art, le savoir botanique, le savoir artisanal, c'est très important quant à moi. Et enfin, s'intéresser à la langue. Alors, c'est sûr, aux langues, en fait, aux langues autochtones au Nunavik, mais dans mon cas, c'était l'Inuktitut. Alors, ce n'est pas facile, et c'est sûr qu'idéalement, il faudrait arriver en parlant couramment l'Inuktitut, ce qui est pour moi, ce qui a été impossible, c'est très difficile. Mais en revanche, des cours d'initiation pour comprendre d'où vient la langue et en apprendre un petit peu plus sur son origine et la façon dont elle est structurée, ça a été très formateur, notamment avec donc, le cours initiation à l'Inuktitut de Julie Chamberlain, donc le cours INU 101 à l'Université Laval. La dernière étape de préparation a été une intervention. Donc, la première intervention qui a eu lieu en 2018 s'est étalée sur 4 semaines. Ça a été très formateur aussi et très important de pouvoir rencontrer directement les collaborateurs sur place, de découvrir l'environnement et la communauté et de pouvoir faire face aux différences effectives. Ça a permis de récolter les données de terrain indispensables, donc directement sur site, les données concernant les bâtiments, via l'équipe aussi de techniciens de l'Office municipal d'habitation Kativik, de mieux comprendre l'origine du sol, les modes de gestion actuels et de rencontrer les équipes techniques des différents partenaires. Donc, c'est sûr que ça a été beaucoup plus rapide d'obtenir toutes ces informations en se rendant sur place plutôt que d'essayer de les avoir à distance où on n'a pas toujours l'heure juste sur les données, en tout cas dans mon cas. Ça a permis ensuite de récolter les échantillons de sols contaminés et non contaminés, les échantillons d'eau qui m'ont permis de passer à l'étape suivante qui était les essais laboratoires.
Donc, les essais laboratoires ont consisté à caractériser bien sûr le sol de manière exhaustive et le contaminant, qui est le diesel, utilisé comme huile à chauffage. S'est intéressé également aux paramètres géologiques et hydrogéologiques pour développer l'outil d'application de la technologie. Et ensuite, j'ai pu faire les essais d'oxydation chimique, donc à proprement parler, en suivant les paramètres d'intérêt dans le cadre du projet qui étaient le pH, température, les concentrations en oxydants utilisés, mais également les concentrations en sous-produits d'oxydation, donc pour éviter d'avoir un procédé qui amène plus de mal que de bien. Donc on s'intéresse à ce qui est relargué dans la nature, bien sûr, ainsi que les concentrations en C10C50 et en HAP, qui sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc les C10C50 et le HAP, c'est de ça dont est constitué le diesel, c'est pour ça qu'on suit ces paramètres. Les essais ont permis de sélectionner l'oxydant approprié, la méthode d'activation également, les concentrations nécessaires et de développer une méthode d'application novatrice. L'approche a été une approche multi-échelle, c'est-à-dire qu'on a commencé avec des essais batch dans des petits contenants de 250 ml contenant 50 grammes de sol à température ambiante. Là, on commence à développer la recette adéquate. Puis, une fois qu'on a une bonne recette, on va la tester dans des conditions qui se rapprochent un peu plus de la réalité, fait qu'on passe à une échelle supérieure. Là, on utilise 500 grammes de sol, on va contrôler la température, la limiter à 5 degrés, puis on va simuler l'écoulement de la solution oxydante à travers les pores du sol. Ce qui permet également de se rapprocher de plus en plus d'un contexte d'essai réel. Ensuite, une fois que toutes ces étapes étaient terminées, on a pu passer aux étapes d'essai terrain avec 2 interventions. Donc, l'intervention numéro 2, qui a eu lieu à l'été 2019, s'est déroulée sur 3 semaines. Ça a permis d'aménager la zone, de définir la zone d'activité, vraiment, d'aménager la zone d'activité, donc d'avoir l'accès à une pépine, d'aménager cette zone, d'aller chercher le sol nécessaire pour effectuer les essais, de réceptionner l'unité, capable de fonctionner de manière indépendante. Ici, ça se concrétise par un conteneur de 20 pieds qui a été isolé. Bien sûr, tout a été préparé dans le sud en amont avant d'être envoyé. Donc, de réceptionner ce conteneur et de le mettre en place. Et plus important, de mettre en place les colonnes, qui sont des colonnes cette fois-ci, qui peuvent accueillir 500 kg de sol et qui sont enfouies, qui sont remplies avec du sol contaminé. Fait que c'est la dernière étape des essais, ces essais terrain. Donc, on est passé de 50 grammes de sol à 500 grammes, puis à 500 kg. Le site, ensuite, comme vous voyez sur la photo, en bas à droite, on a simulé la présence d'un bâtiment au-dessus de ces colonnes pour éviter que les précipitations se retrouvent à l'intérieur de ces colonnes et pour aussi protéger le projet du vandalisme, s'il pouvait y en avoir durant la période hivernale. Donc, 1 an plus tard, le diesel a vieilli, ce qui est représentatif de ce qui se passe généralement donc, lors d'un déversement. La réhabilitation ne se fait qu'1 année après le déversement. Je suis revenu, donc c'était cet été. L'intervention aurait dû durer 4 mois initialement, mais c'est sûr que le contexte de Covid a fait qu'elle a été réduite à 2 mois et je m'estime extrêmement chanceux d'avoir pu y retourner pour finaliser ce projet. Donc, cette intervention a permis, grâce notamment à l'administration régionale Cativic, cette intervention a permis l'aménagement opérationnel du site, donc c'est la finalisation de l'aménagement, les ajustements techniques suite aux essais laboratoires, parce qu'entre-temps, bien sûr, les essais laboratoires se sont poursuivis et les résultats ont été intégrés, l'outil a été ajusté. Ça a permis la mise en place du système d'application de la technologie et les tests finaux. Ensuite, il y a eu le traitement à proprement parler qui a duré 30 jours, donc avec une recirculation continue de la solution oxydante et un suivi analytique quotidien. Ici, on a juste un aperçu des équipements utilisés pour le projet. Donc, c'est principalement des réservoirs, des pompes. Tout a été fait pour être le plus sécuritaire possible, bien sûr. Les réservoirs sont vidés lorsque je n'étais pas présent sur site. Tout était vidé et sécurisé pour éviter que quelqu'un vienne mettre la main dans un réservoir ou qu'il y ait un déversement, etc. À l'intérieur du conteneur, c'est relativement basique, mais ça a été divisé en plusieurs compartiments avec notamment la zone K qui était la zone de bureau, la zone L, la zone d'ajustement technique pour, si en cas de bris ou même pour ajuster certains éléments, et la zone M qui était la petite zone laboratoire aménagée. Donc en conclusion, le projet a permis de développer un outil efficace. Ça a permis d'enlever 33% du diesel vieilli, tout ceci en 30 jours d'oxydation à partir d'une contamination initiale de 7500 ppm. Ça, c'est les résultats obtenus suite au pilote sur le terrain. L'élévation de température, qui était un paramètre important pour préserver le pergélisol, donc, a été inférieure à 3 degrés, ce qui était un succès. Donc, la commercialisation de la technologie est à venir. Elle permettra de proposer une alternative éco-responsable et économique pour la gestion des sols contaminés, notamment sous les bâtiments, au Nunavik. Donc, l'OMHK
l'Office municipal d'habitation Kativik, va pouvoir réinvestir des fonds dans les services à la population. Donc, les fonds qui ont été utilisés pour gérer ces sols contaminés va pouvoir être redistribués dans d'autres services. Et ça va permettre de créer des emplois locaux et de développer une expertise locale pour l'application de la technologie. Et enfin, ça va certainement permettre de poursuivre des projets de collaboration nord-sud concernant la gestion des sols eau potable, eau usée. Deuxième diapo de conclusion, et je termine avec ça. Pour terminer, selon moi, d'après juste ma petite expérience, pour pouvoir augmenter les chances de succès dans le cadre d'un projet similaire, c'est important d'assurer des retombées locales et des bénéfices pour la population locale, bien sûr, de communiquer, d'échanger et de collaborer en tout temps, d'être ouvert, patient, compréhensif et respectueux, de développer des liens de confiance, ce qui peut prendre du temps, en s'intéressant et en s'impliquant dans la vie quotidienne. Il faut bien sûr avoir un budget approprié et des délais suffisants, puisque tout coûte plus cher et prend plus de temps. Être indépendant, dans mon cas, c'est indispensable, que ce soit pour ce qui est de l'expertise locale ou les équipements disponibles. Être polyvalent, réactif, s'adapter rapidement et prévoir des plans B, C, D. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le Nord. Donc voilà, merci de votre attention. Merci Vincent, excellente présentation. On va avoir certainement quelques questions pour toi à la fin. Maintenant, notre prochain conférencier est Ali Khosravanipour. Ali, tu me corrigeras si j'ai déformé ton nom, je m'en excuse. Ali est en fait un associé de recherche à l'INRS et travaille sur les technologies de traitement des eaux. Donc, précédent fait un doctorat et un postdoc à l'INRS. Son expertise concerne les membranes et les technologies électrochimiques de traitement des eaux. Ali, c'est à ton tour de nous présenter tes travaux. Hello, everyone. Thank you for the invitation, and thank you, Monsieur Raymond, for the introduction. I'm going to present you the gray water treatment and its reusing for toilet flushing. First, let's take a look at the content of this speech. We will see the definition of gray water. What is the gray water? And then we will see the decentralization and wastewater treatment, because for the treatment of gray water and reusing it, we need this treatment system. And after that, we will see the relevance of the centralized wastewater treatment to the North condition. After that, we will see the gray water reclamation, the treatment and reusing of gray water. And finally, I will present the case study which we performed at INRS. So what is the gray water? Normally, the gray water includes domestic wastewater, which comes from showers, bath, it means bath, the sink, and the laundry drains, comes from the washing clothes. As you can see from the picture, the domestic water use mostly it's using for the bathing, for drinking, gardening, and laundry, and just around 35% of it is used for toilet flushing. So we can reuse the rest of the water, which means gray water, for toilet flushing. Toilet flushing is referred to actually black water in wastewater treatment system. So why reusing the gray water? Actually, gray water loudly with mostly suspended solid organic matters, pathogens, bacteria, and something like that. But the most important contaminant is surfactant, which are used in the detergents.
The surfactants are a source of pollutant considered to endocrine disruptors. And some studies shows that it can cause genetic sex mutation in fish. So now we will define the decentralized wastewater treatment. It means that reuse or dispose the effluent in relatively close vicinity to its source of generation. So it means that we will gather the gray water from the hose directly, and we can treat and reuse it at the source. What is the purpose of it? It can protect the public health and also the natural environment by reducing significantly the health and environmental hazards. And what is the application of centralized wastewater treatment? It can apply in the northern region, in remote area, in rural or pre-urban areas. And all of these regions, in all of these regions, the building the centralized wastewater treatment plant is difficult or impossible, and also the chemical transportation is challenging. Also, the decentralized wastewater treatment can provide a long-term and cost-effective solution for communities by avoiding large capital cost, lower cost for new infrastructure, reducing operation and maintenance costs, and promoting business and job opportunities. So what is the relevant to northern condition? As we know, the northern condition, we have the extreme condition. Under such conditions, the extreme climate limits the possibility of using the huge system of wastewater treatment plant that are common in southern Canada. And also the remoteness of the region and lack of road access to many communities can increase cost and make timely maintenance, repairing, and monitoring is difficult. So in Quebec, actually several municipalities located in the north region around 93 discharge their wastewater without superior treatment into the water source. And the extreme condition of the north makes it difficult and costly to build an underground wastewater collection network. And the isolation of some communities limits access to chemical, often requires unconventional wastewater treatment or purification of the system. So what is the solution? The suggested solution is decentralized of greywater treatment, reusing it, and also coupling with a non-pollutant and renewable source of energy, such as wind power, geothermal energy, and solar energy. So the example of decentralized wastewater treatments is the best example is United States of America. Actually, they use around 25% of US existing home use this system, and it serves around 80 million people in America, and they have a plan for around 33% of all new development in wastewater treatment. So what is our approach? As you can see in this picture, the potable water goes to the homes or apartments. It can be used
in basin, sink, laundry, and so on. And after that, it produced the gray water. The gray water can come to the gray water recycling technology, which I will present you our proposed method for treatment and reusing this system. And after that, the treated water can go to the storage tank and it can be used for toilet flushing. And toilet flushing, it produces the black water, and then it can go to a wastewater treatment plant. So you may ask, what is the characterization, the physical and chemical characterization of gray water? As we know, it comes from mainly 4 different sources, and the main parameters of turbidity, total suspended solids, pH, chemical oxygen demand, biochemical oxygen demand, the linear alkonic sulfonate as the important surfactant, the total coliform and E. coli as the harmful bacteria. As we can see, the kitchen actually can produce the most heavily gray water. And in some literature, they separate the kitchen from the other gray water. And the gray water comes from the bathroom, the hands basin, and laundry are called light gray water. And if it is mixed with kitchen, it is called dark gray water. So you can see the variation of the parameter for the gray water. And we need to have the sufficient and efficient, actually, the system to treat this kind of water. And what is the recommended value for treated and reusing the gray water for toilet and urinals? So if we treat it, so what is the quality? The main quality for the toilet and urinals are biochemical oxygen demand, total suspended solid, turbidity, E. coli, and coliform. Maximum values for these parameters are so low, and reaching these values, it's not easy with simple treatment. So our case study, which is supported by wastewater, is treatment and reusing of commercial laundry wastewater by focusing on nonyl phenol ethoxylate removal. Nonyl phenol ethoxylate is the surfactant which can find in commercial laundry detergent. So we proposed this methodology, this approach for the treatment and also reclamation of commercial laundry wastewater. First, the raw water can be treated by ultrafiltration to mainly separate the suspended solid and chemical oxygen demand, and also a part of nonyl phenol ethoxylate. So the concentrate can be treated by electrocoagulation. And the important part for us is this part, the permeate. And we suggest 3 different treatments for this part. The permeate of ultrafiltration is really clear. If
if you see the permeate, you may consider, oh, it's very clean and we can drink it. But actually it is loaded with high chemical oxygen demand and also surfactant. So we need to treat it again to be able to be reused in a laundry system. So the first suggestion is electrooxidation. In this system, we can oxidize the organic matter and also the other pollutant like pathogens. The other solution is adsorption processes, for example, by polymeric resin or activated carbon to absorb the impurities and release the pure water. And the third one is nanofiltration. As we know, the pore of nanofiltration are so small, and it can separate the remain impurities in permeate UF filtration. Now we have two PhD students which are working on this system. The first student is working on the ultrafiltration and electrocoagulation. And the second student is working on this part on permeate of UF filtration to treat this part of water by mainly focusing on adsorption processes. So this system, we suggest this system because it is efficient and also there is no chemical adding to the system for treatment of the laundry wastewater. And this approach also can be applied for northern condition to treat the gray water and reusing for toilet flushing mainly. And if we can reach to for example, the standard for reusing for laundry, maybe it can use for this purpose as well. So as the preliminary result and the screening of our approach, the nonyl phenol ethoxylate concentration, you can see in raw water, it's more than 200 microgram per liter. And after that, by UF filtration, in UF filtrate, we reduced it to less than 100. And after that, you can see by absorption by resin, by activated carbon, or nanofiltration, or electrooxidation, it can be reduced until maximum in 12 and less than 12. So here you can see the result of treatment and reusing of our study, just the preliminary result. For example, by focusing on chemical oxygen demand, we can see after ultrafiltration, the COD is going to be half of its original, so 15% of COD is removed here, but it's still so high for reusing in toilet or toilet flushing or laundries. So after that, by nanofiltration, it can be reached less than 50, which is the great value for this purpose. And also by electrocoagulation, we can reach to this value. For the adsorption by resin and activated carbon, as we can see, it's less efficient than nanofiltration and electrooxidation. And the PhD student is working to improve this system by functionalizing the activated carbon to see
if we can reduce the COD because the adsorption processes is less expensive than nanofiltration and electrooxidation. So we are interested to see the performance of modified adsorption system. So thank you for your time and your attention. I'm here to hear your question. Thank you so much. Okay. Merci à nos trois panélistes conférenciers qui nous ont offert des présentations de haut niveau portant respectivement sur trois domaines clés des technologies environnementales, l'énergie, sol et l'eau. Et l'idée, c'est de pouvoir donc adapter ces technologies pour les milieux nordiques dans les conditions extrêmes telles que les conditions nordiques. Nous en sommes arrivés à la période d'échange, de questions, d'échange avec nos panélistes. Donc, j'ouvre la séance des questions. Est-ce qu'il y a dans l'assistance des personnes qui aimeraient poser des questions à nos panélistes, à nos conférenciers, à Nicolo, à Vincent et à Ali? Moi, j'avais une question pour Nicolo qui a parlé, qui nous a entretenu sur les énergies renouvelables en utilisant la géothermie, en nous présentant des cas concrets de chauffage par le biais de la géothermie, des conduites, de l'eau de piscine. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait pour intégrer des aspects sociaux, parce que vous l'avez abordé dans votre conclusion, Nicolo, pour dire que cela peut contribuer à générer des emplois. Est-ce que les communautés nordiques sont-elles prêtes à pouvoir utiliser ces nouvelles approches? Parce que c'est bien beau de travailler sur des approches innovantes, mais il faut également considérer l'aspect socio-économique pour voir est-ce que cela peut être adopté par ces communautés nordiques. Oui, absolument, c'est ce qu'on cherche de faire. Bon, premièrement, ça c'était un premier système installé et on a quand même, en fait, c'est un projet qui a été commencé par une entreprise locale déjà. Donc là, on voit l'intérêt des communautés locales qui sont allées chercher voilà, des experts en géothermie pour essayer d'installer un vrai système et voir son comportement réel dans un village nordique. Donc, l'élément crucial, selon moi, c'est le transfert d'expertise sur ça, parce qu'évidemment, il y a de l'expertise, par exemple, dans le forage, parce qu'il y a des entreprises qui travaillent dans le domaine minier. Mais voilà, sur l'installation des échangeurs de chaleur dans le sol, il n'y a pas cette expertise-là. Donc, c'est sûr qu'il faut travailler avec des projets où on fait du transfert technologique. Mais c'est aussi important en commençant par démontrer la faisabilité technique sur ça. Oui, il y a une question, je ne sais pas, Monsieur Serge, vous pouvez peut-être poser la question ou je la pose pour vous? J'ai vu une question, Monsieur Serge. Ouais, je pense. Tu l'as vu la question, Jasmin? Parce qu'elle est passée, je n'ai pas eu le temps de la lire au complet. Oui, il y a certaines questions qui sont sur le chat qu'on commence à voir. OK, d'accord. Effectivement, une question de Serge Boulanger qui s'adresse à Ali.
Est-ce que système géothermique? En fait, j'imagine que la question est pour Nicolo, en fait, puisque ça concerne les systèmes géothermiques et la question de Serge Boulanger. Et est-ce que le système géothermique risque d'affecter le pergélisol? Alors, bon, si on parle des pompes à chaleur géothermiques, en fait, on extrait de la chaleur. Donc, ce sont des systèmes qui, en Alaska, par exemple, ont été premièrement installés comme outil, mettons, pour l'entretien de pergélisol. Parce que comme on va extraire de la chaleur, on va réduire la température du sous-sol. Donc, on peut utiliser ça comme outil pour l'entretien du pergélisol. Alors que si on parle des systèmes de stockage thermique, les deux premiers cas que j'ai montrés, c'est sûr qu'on va injecter de la chaleur. Donc, on va monter la température du sous-sol. Par exemple, dans le premier cas, les simulations qu'on a faites, c'est qu'on va monter la température de 0 degré à peu près à 20-25 degrés pendant l'hiver, pendant l'été. Et puis, on va réduire cette température-là encore à la température initiale pendant l'hiver. Donc là, c'est sûr qu'on va on peut effectivement influencer le pergélisol s'il y en a. Le système que j'ai montré à Kuujjuaq, c'est proche du lac. Donc là, c'est une situation très spécifique où en fait, on n'a pas de pergélisol riche en glace. Donc, c'est sûr que c'est des systèmes qu'il faudrait étudier bien spécifiquement sur le site où on veut les installer. C'est sûr que je ne viserai pas un système de stockage dans un village où il y a du pergélisol permanent pour l'impact du pergélisol, surtout si on est proche des bâtiments. Donc, en fait, il faudrait viser plutôt des situations comme la station de pompage à Kuujjuaq qui est proche d'un lac, donc il n'y a pas de pergélisol riche en glace, mais surtout on est loin du village, donc on est loin des bâtiments. Si on parle des impacts à court terme. Pour ce qui concerne les impacts à long terme, c'est une chose qu'on doit étudier, qu'on aimerait étudier pour éviter que ça ait un impact, permanent. J'ai une autre question de la part de M. Christian Carrier. Pour nos trois panélistes, il me semble que les trois technologies présentées ce matin, géothermie, traitement des sols contaminés, réutilisation des eaux grises pour alimenter les toilettes, sont applicables dans les villes du Sud à certaines conditions. Quelles seraient ces conditions? Est-ce qu'on peut transposer ce que vous avez présenté dans le Sud, dans les villes du Sud? Et à quelles conditions? On peut peut-être y aller dans l'ordre de nos conférenciers, Nicolo, Vincent et ensuite Ali. Ma réponse est oui, absolument. En fait, dans le Sud, ça marche très bien. Ce sont des technologies qui ont été démontrées premièrement en Europe, mais ici aux États-Unis, au Canada, ont été démontrés qu'ils marchent très bien. Ils font déjà partie du marché des systèmes de chauffage. Les conditions, la géothermie à faible température, donc pour les pompes à chaleur géothermique, ça peut marcher partout. C'est une ressource, j'ai dit, très démocratique parce qu'en fait, il faut seulement faire des forages ou placer des tuyaux juste dans le sol pour extraire cette chaleur-là parce qu'en fait, on ne doit pas chercher une anomalie thermique très importante. En fait, on va seulement exploiter ce qu'on appelle l'inertie thermique du sous-sol. Donc, on aura toujours une température plus chaude en hiver dans n'importe quel pays dans le monde. Je veux dire plus chaude dans le sol que dans l'atmosphère et plus froide en été. Donc, on peut les utiliser pour le chauffage et pour la climatisation, en fait. Donc, au sud, oui, absolument, ils peuvent bien marcher. Oui, merci Nicolo. Puis je complétais juste en disant peut-être l'idée de l'énergie géothermique, les pompes à chaleur géothermique, c'est refroidir un milieu froid pour chauffer un milieu chaud. Donc, il y a souvent une mauvaise perception que ces systèmes-là peuvent être uniquement installés dans le sud. Parce qu'on est en train de démontrer, comme avec le projet de démonstration à Kuujjuaq, que ça peut fonctionner dans le nord. Alors, sur la même thématique, la même question, Vincent, quelle est ta réponse à ça par rapport aux technologies de traitement des sols et leur applicabilité dans le Nord? Alors, je répondrais que oui, ce serait tout à fait applicable dans le Sud, mais ça serait beaucoup moins pertinent parce que là, l'outil a été développé justement en partant des technologies existantes dans le Sud et de ce qui se faisait dans le Sud pour pouvoir s'adapter aux contraintes nordiques.
Donc là, l'outil développé, par exemple, permet d'éviter d'avoir recours à une foreuse, parce que c'est très difficile d'avoir accès à une foreuse et c'est très dispendieux d'avoir accès à une foreuse dans les 14 villages du Nunavik, alors que dans le sud, n'importe quelle entreprise privée peut vous offrir un service incluant l'utilisation d'une foreuse. Et puis, l'autre contrainte principale était la préservation du pergélisol, donc la limitation de l'élévation de température pendant le processus d'oxydation chimique. Ce qui est très pertinent dans le nord ne l'est plus dans le sud. On va réussir à avoir des outils qui, moyennant une élévation de température plus importante dans le sous-sol, va être plus efficace. Donc, les outils existent déjà. On n'a pas besoin de cet outil-là développé spécifiquement pour le nord pour l'appliquer dans le sud. En fait, ça serait ça ma réponse. Merci. Ali, do you think, Ali Koskovani, do you think that Yes. The approach that you propose can be applied in the conventional urban condition to treat gray wastewater? What do you think? Do you think that this approach? Yes, of course. It's not just for applied for just northern conditions. We can apply for the other area of Canada, like the United States. They applied it for rural area, the remote area. We can. They have not access to the centralized wastewater treatment plant. And also the chemical transportation is difficult. And also the crowd or the number of habitants are so small, so that the centralized wastewater treatment is not economic and it's costly. For sure, if we have this condition in southern region of Canada, we can apply this proposed system. Oui, peut-être ajouter quelque chose. L'enjeu, le défi dans ce type d'approche, c'est d'avoir des systèmes compacts parce qu'en milieu urbain, très souvent, on n'a pas assez d'espace et donc il faudrait que le système technologique soit compact et puisse aisément s'intégrer dans l'usine ou dans l'espace requis. J'aurais une autre question de M. Serge qui demande est-ce que le système géothermie risque d'affecter le pergélisol? Est-ce que le système de géothermie pourrait être utilisé comme réseau d'utilisation pour les conduits dans les réseaux d'utilisation d'eau potable et d'eau usée? La question est pour certainement Nicolo. Oui. La partie pergélisol a peut-être été répondue, peut-être plus le côté système de traitement d'eau. Est-ce qu'on peut entrevoir un certain couplage, non? Je ne suis pas trop expert dans ça, je veux dire dans les conduits d'eau potable, mais je pense que oui, dans le sens que en fait, on peut envisager la géothermie pour toutes les utilisations en chauffage. Je veux dire, on peut fournir du chauffage donc pour à peu près n'importe quel besoin. C'est sûr que c'est une technologie qui a une certaine inertie, donc on ne peut pas vraiment l'utiliser. Mettons, ça dépend du type de besoin, dans le sens que soit une chose qu'on peut extraire seulement pour une journée ou pour 2 journées, pour un besoin très spécifique, disons, rapproché dans le temps, mais c'est plutôt une technologie qu'on peut utiliser pendant une saison en total, et c'est là qui va donner la réponse plus adéquate. Est-ce qu'on a encore du temps, Jasmin? Oui, je pense que oui. En fait, ça recommence à 10h35, mais je pense qu'il faut se laisser un temps de pause. Fait que, OK, ouais. J'ai une question encore pour Vincent. L'emploi de la part de M. Jean-Éric Tremblay. Okay. Il dit ceci, l'emploi de certaines bactéries qui dégradent efficacement le diesel peut offrir une solution biologique pour les déversements en milieu agricole. Le sol est probablement trop froid pour utiliser ces bactéries dans le nord. Mais avez-vous envisagé cette méthode, soit séparément, soit en combinaison avec l'oxydation chimique? Alors, merci pour la question. Et oui, c'est vrai que la biorémédiation peut être très efficace dans certains cas. C'est le cas dans le sud. Effectivement, les bactéries, elles sont très sensibles à la température du sous-sol, ce qui est un problème au niveau de l'efficacité, principalement dans le temps.
Là, l'outil devait pouvoir être efficace sur une période relativement courte parce que les saisons estivales sont courtes. Et lorsqu'on passe au travers d'un cycle gel-dégel, ben, ça a tendance à favoriser la dispersion du contaminant. C'est pour ça que moi, je me suis tourné vers plus un procédé d'oxydation chimique qui est efficace rapidement, mais l'approche intègre une étape de biorémédiation. Donc, à la fin du traitement, on n'atteindra pas une contamination nulle dans le sous-sol. Et on est en train de travailler donc avec le ministère pour faire approuver une méthode de lissage par biorémédiation, donc en fin de traitement. Ce qui veut dire que la dernière étape consisterait en une inoculation de bactéries dans le sous-sol qui vont poursuivre la dégradation du contaminant de manière plus lente, mais sur plusieurs années. Donc oui, on a considéré l'utilisation effectivement de bactéries dans l'outil global de traitement. Moi, j'aurais une question pour nos trois panélistes. Vous nous avez présenté des technologies dans trois domaines clés, l'énergie, l'eau, sol. Comment fait-on pour jumeler l'ensemble de ces technologies? Par exemple, celui qui fait de la décontamination des eaux ou des sols a certainement besoin d'énergie. Alors, la stratégie, comment fait-on pour coupler toute cette stratégie de sorte à pouvoir donc mettre au point un système de décontamination environnementale qui tient compte de l'aspect assainissement et de l'aspect énergie renouvelable? Est-ce que vous pensez que c'est une approche qui est viable? Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est de traiter des eaux ou traiter des sols en minimisant autant que possible l'ajout de produits chimiques et également en utilisant des énergies renouvelables pour minimiser la consommation d'énergie. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre point de vue sur ce type d'approche? Moi, si je peux commencer, je dis vite, comme j'ai dit, la géothermie fournit de la chaleur. Et je ne suis pas expert dans les traitements des sols, traitements d'eaux usées, mais je sais que quand même, le type de traitement des sols, par exemple, c'est d'augmenter la température pour faciliter une certaine dégradation. Ce sont aussi des types de traitements de sol qu'on peut utiliser. Donc, moi, je dis, si on utilise la géothermie pour donner de la chaleur à ce sol-là, bon, ça serait quand même une chose intéressante. C'est sûr que dans le Nord, déjà, un système géothermique comme ce que j'ai montré, ça coûte plus cher d'un système normal de chauffage. Le système, par exemple, que Vincent nous a montré, ça coûte quand même quelque chose. Donc, si on commence déjà à chercher de faire une synergie comme ça pourrait coûter très cher. Mais c'est quand même, moi, je la vois quand même une chose intéressante. Surtout si on pense, pour la partie énergie, à une synergie entre différentes ressources renouvelables. Là, j'ai parlé des systèmes de stockage où, en fait, on produit de la chaleur avec le soleil et on la stocke dans le sol. Donc, ça serait quelque chose qu'on pourrait peut-être faire pour le traitement des sols. Mais on pourrait penser aussi à faire la synergie avec d'autres ressources renouvelables. Est-ce que nos autres conférenciers ont quelque chose à rajouter à propos de cette question-là? Ali, how can I combine? Yes. Okay, do you understand? Yes. Can you? Yeah, as I explained in my presentation, for example, we can use photovoltaic panels for transferring the solar energy to the electrical energy. As our proposed system is membrane technology and electrochemical technology, so we use directly the electricity for this to run this system. For example, yes, we can use the solar energy, for example, at southern Canada, and maybe more wind and geothermal energy for the north of Canada to combine the system. Okay, thank you.
Ali, for your answer. From what I get is that there could be some opportunity, but I guess you need some stable electricity input. So there are probably some needs in terms of research into energy storage if we want to supply a treatment center with steady electrical power from renewable sources such as wind and solar. La session tire à sa fin. Je crois qu'on doit quitter pour faire place à la pause. Alors, je voudrais remercier nos 3 conférenciers d'aujourd'hui. Patrick aussi, qui a animé la session avec moi. Je crois que c'était assez intéressant. Beaucoup de bonnes idées pour continuer la recherche au niveau des technologies vertes et les différentes façons de voir comment les implanter dans le contexte nordique. Merci à tous.